Les peines d'origine intellectuelle ne sont pas elles-mêmes absolument incompatibles avec les plaisirs. Quand elles ne sont pas très vives, elles se fondent avec eux. Elles leur donnent seulement une couleur moins voyante. Elles les pâlissent, pour ainsi dire, ce qui ne leur messied pas. La mélancolie peut aiguiser certaines jouissances. De toutes parts donc, malgré les moralistes chagrins, le plaisir enveloppe la peine et bien même s'y mêler. En outre, plus nous allons, plus se développent et prennent une part considérable dans notre vie des plaisirs qui correspondent rarement à un besoin douloureux, à savoir les plaisirs esthétiques et intellectuels. L'art est dans l'existence moderne une source considérable de jouissance qui n'ont pour ainsi dire pas la peine pour contrepoids. Son but est d'arriver à remplir presque le plaisir les instants les plus ternes de la vie, c'est-à-dire ceux où nous nous reposons de l'action. Il est la grande consolation de l'oisif. Entre deux dépenses de force physique, l'homme civilisé, au lieu de dormir comme fait le sauvage, peut encore jouir d'une manière intellectuelle ou esthétique. Et cette jouissance peut se prolonger plus qu'aucune autre. On entend intérieurement certaines symphonies de Beethoven, longtemps après les avoir entendues par les oreilles. Ou en jouir en vain par anticipation, on en jouit pendant et après. Pour résoudre, si tant est que ce soit possible, la question posée par la morale pessimiste, nous croyons qu'il faut s'adresser non seulement à la psychologie, mais à la biologie, et rechercher si les lois mêmes de la vie n'impliqueraient pas une plus-value du bien-être sur la peine. En ce cas, la morale positive que nous défendons aurait raison de vouloir conformer les actions humaines aux lois de la vie, au lieu de prendre pour but, comme la morale pessimiste, l'anéantissement final de la vie et du vouloir vivre. Tout d'abord, quelle est la part des divers sens dans la douleur? Celle du sens de la vue est presque nulle, ainsi que celle de l'ouïe, car les dissonances sensibles à l'oreille et les laideurs choquant l'œil sont de légers froissements qu'il est impossible de mettre en balance avec les vives jouissances de l'harmonie et de la beauté. Le plaisir prédomine encore beaucoup dans les sensations provenant du goût et de l'odorat. Comme en général, on ne mange que ce qui plaît à ces deux sens et qu'il faut manger pour vivre, la conservation même de la vie suppose une satisfaction périodique du goût comme de l'odorat, qui y est si intimement liée. Enfin, bien peu de vraies souffrances nous viennent du tact, si on localise ce dernier sens dans la main. Tous nos maux physiques, ou à peu près, ont donc leur origine dans le toucher général ou dans la sensibilité interne. Lors même qu'il nous arriverait de ces deux directions plus de peine que de jouissance, on peut se demander si ces peines suffiraient encore à contrebalancer les plaisirs de toutes sortes fournis par les autres sens. Mais une question se pose. Est-il possible, au point de vue biologique, que dans la sensibilité interne, les sentiments de malaise et de souffrance l'emportent en moyenne sur ceux de bien-être? Nous croyons qu'on peut faire une réponse décisive à cette question. Si dans les êtres vivants les sentiments de malaise l'emportaient réellement sur ceux de bien-être, la vie serait impossible. En effet, le sens vital ne fait que nous traduire en langage de conscience ce qui se passe dans nos organes. Le malaise subjectif de la souffrance n'est qu'un symptôme d'un mauvais état objectif, d'un désordre, d'une maladie qui commence. C'est la traduction d'un trouble fonctionnel ou organique. Au contraire, le sentiment de bien-être est comme l'aspect subjectif d'un bon état objectif. Dans le rythme de l'existence, le bien-être correspond ainsi à l'évolution de la vie, la douleur à sa dissolution. Non seulement la douleur est la conscience d'un trouble vital, mais elle tend à augmenter ce trouble même. Il n'est pas bon dans une maladie de sentir trop son mal. Ou cette sensation l'exagère, la douleur, qui peut être considérée comme le retentissement d'un mal jusqu'au cerveau, comme un trouble sympathique apporté dans le cerveau même, est un nouveau mal qui s'ajoute au premier et qui, réagissant sur lui, finit par l'augmenter. Ainsi, la douleur, qui ne nous apparaissait tout à l'heure que comme la conscience d'une désintégration partielle, nous apparaît maintenant elle-même comme un agent de désintégration. L'excès de la douleur sur le plaisir est donc incompatible avec la conservation de l'espèce. Lorsque chez certains individus, l'équilibre de la souffrance et de la jouissance est dérangé et que la première l'emporte, c'est une anomalie qui d'habitude ne tarde pas à mener la mort de l'individu. L'être qui souffre trop est impropre à la vie. Pour qu'un organisme subsiste, il faut que si l'on le prend en entier, son fonctionnement garde une certaine régularité. Il faut que la douleur soit bannie, ou tout au moins réduite à quelques points. Aussi, plus la sélection naturelle s'exerce sans entrave, plus elle tend à éliminer les souffrants. En tuant le malade, elle tue aussi le mal. Si de nos jours la philanthropie réussit à sauver un certain nombre d'infirmes, elle n'a pu encore sauver leur race qui s'éteint en général d'elle-même.
Supposons un navire dans la tempête, montant et descendant sur le dos des vagues. La ligne qu'il suit pourrait être représentée par une suite de courbes, dont une branche marque la direction de l'abîme, une autre celle de la surface des eaux. Si à un moment du trajet la courbe descendante l'emportait sans retour, ce serait l'indice que le vaisseau s'enfonce et va sombrer. Ainsi en est-il pour la vie, ballottée entre les vagues du plaisir et de la douleur. Si on figure ces ondulations par des lignes et que la ligne de la douleur s'allonge plus que l'autre, c'est que nous sombrons. Le tracé que la sensation imprime en notre conscience n'est qu'une figure représentant la marche même de la vie. Et la vie, pour subsister, a besoin d'être une perpétuelle victoire du plaisir sur la douleur. Ce que nous disons ici de la vie psychique physique, telle que nous la révèle le sens interne, est vrai aussi de la vie morale. Au moral comme au physique, la souffrance marque toujours une tendance à la dissolution, une mort partielle. Perdre quelqu'un d'aimé, par exemple, c'est perdre quelque chose de soi et commencer soi-même à mourir. La souffrance morale, vraiment triomphante, tue moralement, anéantit l'intelligence et la volonté. Aussi, celui qui, après quelques violentes crises morales, continue de penser, de vouloir et d'agir dans tous les sens, celui-là pourra souffrir, mais sa souffrance ne tardera pas à être contrebalancée par degrés étouffés. La vie l'emportera sur les tendances dissolvantes. Au moral comme au physique, l'être supérieur est celui qui unit la sensibilité la plus délicate à la volonté la plus forte. Chez lui, la souffrance est très vive sans doute, mais elle provoque une réaction plus vive encore de la volonté. Il souffre beaucoup, mais il agit davantage, et comme l'action est toujours jouissance, sa puissance déborde généralement sa peine. L'excès de la souffrance sur le plaisir suppose une faiblesse ou une défaillance de la volonté, conséquemment de la vie même. La réaction du dedans ne répond plus à l'action du dehors. Toute sensation est une sorte de demande formulée devant l'être sentant. Veux-tu être heureux ou malheureux? Veux-tu m'accepter ou me rejeter? Te soumettre à moi ou me vaincre? À la volonté de répondre et la volonté qui faiblit se condamne elle-même, commence une sorte de suicide. Dans la souffrance morale, il faut distinguer entre celle qui est toute affective et celle qui est toute intellectuelle. Il faut distinguer entre les pessimistes par système, comme Schopenhauer, et ceux qui ne le sont par déchirement réel du cœur. La vie des premiers peut ressembler à celle de tous, et ils peuvent être en somme fort heureux, car il est possible d'être intellectuellement triste sans l'être au fond même du cœur. Il ne se joue pas de trame dans l'intelligence seule, ou s'il s'en joue à certaines heures, le rideau ne tarde pas à tomber doucement comme de lui-même sur cette scène encore trop extérieure à nous, et l'on rentre dans la vie commune qui n'a rien en général de si dramatique. Les pessimistes par système peuvent donc avoir longue vie et longue postérité. C'est qu'ils sont heureux pour ainsi dire malgré eux, mais il n'en est pas ainsi de ceux qui trouvent le monde mauvais parce qu'il est véritablement mauvais pour eux, de ceux chez qui la pensée pessimiste n'est qu'un abstrait de leur propre douleur. Ceux-là sont les plus à plaindre, mais ils sont condamnés d'avance par la nature et pour ainsi dire par eux-mêmes. La pleine conscience de leur malheur n'est que la conscience vague de leur impossibilité de vivre. Toutes les souffrances physiques ou morales, hypocondrie, ambition déçue, affection brisée, sont donc comme un air plus ou moins irrespirable. Les grands désolés, les malades du spleen, les mélancoliques vrais, il en est tant qui le sont par pause ou par système, n'ont pas vécu ou n'ont pas fait souche. Ce sont des sensitives que brisent froissement. Les artistes de la douleur, les Musset, les Chopin, les Léopardi, les Shelley, les Byron, les Leno. Nikolaus Leno, 1802-1850, est un poète lyrique autrichien, auteur d'un Faust et d'un Don Juan inachevé. N'étaient pas faits pour la vie, et leur souffrance qui nous a valu les chefs-d'œuvre n'était que le résultat d'une mauvaise accommodation au milieu, une existence presque factice qui peut se conserver un certain temps, mais qui ne peut guère se donner. Il est possible de rendre une sorte de vie artificielle à la tête d'un décapité. Si alors sa bouche pouvait s'ouvrir et articuler des mots, ses paroles ne seraient assurément que des cris de douleur. Dans notre société, il existe ainsi un certain nombre d'hommes chez lesquels le système nerveux prédomine à ce point qu'ils sont, pour ainsi dire, des cerveaux, des têtes sans corps. De tels êtres ne vivent que par surprise, par artifice. Ils ne peuvent parler que pour se plaindre, chanter que pour gémir, et leurs plaintes sont si sincères qu'elles nous vont jusqu'au cœur. Pourtant, nous ne pouvons juger sur eux l'humanité pleine de vie, l'humanité d'où sortira l'avenir. Leurs cris de douleur ne sont que le commencement de l'agonie. Nous arrivons à cette conclusion qu'une certaine dose de bonheur est une condition même d'existence. Hartmann suppose que si la morale pessimiste triomphe un jour dans l'humanité,
tous les hommes s'entendront pour rentrer eux-mêmes dans le néant. Un suicide universel mettra fin à la vie. Cette conception naïve renferme pourtant cette vérité que si le pessimisme s'implantait assez avant dans le cœur humain, il pourrait en diminuer par degrés la vitalité et amener non pas le coup de théâtre un peu burlesque dont parle Hartmann, mais un affaissement lent et continu de la vie. Une race pessimiste et réalisant en fait son pessimisme, c'est-à-dire augmentant par l'imagination la somme de ses douleurs, une telle race ne subsisterait pas dans la lutte pour l'existence. Si l'humanité et les autres espèces animales subsistent, c'est précisément que la vie n'est pas trop mauvaise pour elles. Ce monde n'est pas le pire des mondes possibles, puisqu'en définitive, il est et demeure. Une morale de l'anéantissement proposée à un être vivant quelconque ressemble donc à un contresens. Au fond, c'est une même raison qui rend l'existence possible et qui la rend désirable.